c'est difficile à décrire parce que ça se ressent vraiment dans les tripes. Tu prends soin d'une femme que tu connaissais pas il y a 5 minutes et là tu prends soin d'elle comme si c'était la prunelle de tes yeux, quoi. Je trouve que c'est merveilleux et du coup moi ça me fait décoller, quoi. Je suis bien et je me sens en confiance. Le fait que je me sente en confiance comme ça, je me sens moi-même. C'est comme si j'arrivais en fait à faire tomber les barrières des masques qu'on s'impose à l'extérieur. Là, dans ces soins-là, je sais que je suis pleinement moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez au maximum de votre été. Je vous retrouve cette semaine pour vous présenter une amie, une femme que j'aime beaucoup parce qu'elle incarne la simplicité, l'authenticité, la spiritualité au sens le plus noble du terme. Cette amie, elle s'appelle Coralie Bastide. Elle partage son temps entre sa famille, les soins rituels Rebosso et la création de sculptures en terre ornées de pierres semi-précieuses. Dans cet entretien très touchant, elle nous parle de son parcours, de ses activités et surtout de comment elle a, grâce à son cheminement spirituel, pu renouer avec qui elle est vraiment. Un grand merci à toi Coralie pour cet échange et un grand merci à vous aussi pour votre fidélité. Et je vous souhaite une très belle écoute. Alors Coralie, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Avant d'aller plus loin, je vais te demander de bien vouloir te présenter à nos auditeurs. Bonjour et du coup merci de me proposer de discuter avec toi pour ce podcast. Donc je m'appelle Coralie. C'est très compliqué pour moi de me définir parce que je crois qu'il n'y a pas très longtemps que j'arrive à savoir un petit peu qui je suis. Je crois que je me suis très longtemps oubliée et du coup j'apprends à me connaître un petit peu jour après jour, voilà. Donc pour te la faire un petit peu courte, je suis psychomotricienne de formation. Ça fait 2 ans que je travaille plus dans le cadre de ce métier-là. J'élève mes 3 enfants, voilà. J'ai profité de ces 2 années de pause pour reconnecter un petit peu avec mes passions de l'enfance et notamment la créativité. Ça m'a fait énormément de bien et tellement de bien que du coup je me lance dans cette activité-là pour en faire quelque chose de professionnel. Super. Et dans ton parcours, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a un moment, une prise de conscience, un truc qui t'a fait dire, tiens, je dois changer de vie? Ouais, la vraie prise de conscience, ça a été pendant le confinement. Si tu veux, je pense que j'ai toujours gardé une certaine connexion que j'ai probablement refoulée pendant des années. Et le confinement a fait que... alors je pense que c'était toutes les énergies environnantes aussi qui ont mis beaucoup de densité dans ces réflexions-là. Mais j'ai eu le sentiment que je passais complètement à côté de ma vie. Voilà. J'étais stressée sans qu'il y ait vraiment de raison de l'être, de raison apparente. Et du coup, c'est là que je me suis dit, non mais ça c'est pas une vie ce que je suis en train de faire là, de ces préoccupations. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Donc à partir de là, j'ai mis un frein à cette vie que je menais avant ça. D'accord. Du coup, est-ce que ça s'accompagne, c'est un éveil spirituel pour toi ou c'est un réveil de quelque chose qui était endormi? Comme tu dis, c'est quelque chose de refoulé. Ouais, je dirais que c'est plutôt ça. Mais bon, ça participe aussi à un éveil spirituel parce que j'utilisais des pendules de temps en temps. J'avais fait quelques formations. J'étais attirée par l'ésotérisme de toute façon, mais quand je te dis que c'était refoulé, c'est parce que c'était pas du tout quelque chose de pratiqué dans ma famille, ni d'ouvertement exprimé, voilà.
On parlait pas du tout de ce genre de choses. Donc ça m'attirait, mais j'allais pas plus loin que ça. En ce qui concerne la créativité, c'était pas considéré comme quelque chose de sérieux non plus par mon entourage. Voilà, c'était important d'avoir un diplôme, un métier reconnu, par lequel on gagne suffisamment d'argent, etc. Ouais. Enfin bon. Et donc ça a été je pense un réveil, ouais, plutôt qu'un éveil spirituel. Mhm. Ouais. Du coup, ce parcours, ça a supposé pour toi une sorte de coming out spirituel. Comment on fait quand on n'est pas d'un milieu qui est à l'aise avec le sujet, peut-être pas dans un couple, c'est pas aussi éveillé. Comment t'as vécu toi ce côté, j'essaie d'assumer quelque part cette partie de qui je suis. Ça m'a pris 2 ans. Et encore, c'est pas assumé avec tout le monde. Pour la petite précision, ça fait 10 ans que je vis avec mon conjoint en Lozère, dans un très petit village qui est même un lieu-dit. Il y a une culture ici très particulière et on parle pas forcément de ces choses-là. Donc j'y suis allée avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, mais j'y suis allée quand même parce qu'à un moment donné, ça s'imposait. Parce que je me sentais pas de toute façon de reprendre. En fait, si tu veux, c'est comme si on t'ouvre les yeux sur quelque chose. Tu peux plus faire semblant de pas le voir en fait. Et ça, dans ma personnalité, c'est quelque chose d'assez présent. Donc j'aurais pas pu reprendre le cours d'une vie normale sans en être malheureuse en tout cas. Donc j'y suis allée à tâtons. Ça a généré parfois des disputes, ça éveille beaucoup d'incompréhension. Mais en même temps, je vais te dire que j'ai été hyper étonnée par certaines réactions, et notamment de mes parents, quand je leur ai parlé de passage d'âme, tout ça, et que je leur ai expliqué, j'ai essayé d'expliquer avec des mots très simples et avec beaucoup de distance ce que ça pouvait être et représenter. Et j'ai été étonnée que mes parents me parlent eux-mêmes d'expériences un peu mystiques qu'ils ont vécues et dont ils n'ont jamais parlé à personne. Du coup, j'ai été la seule à qui ils en ont parlé. Et j'ai trouvé ça chouette parce qu'en fait, il y a pas mal de personnes avec qui ça a ouvert un petit peu plus le dialogue et avec qui on s'est trouvé des similitudes. Et c'est rigolo parce que c'est là que tu réalises que finalement tu as des fois des regards sur certaines situations, des compréhensions, et tu oses pas les partager parce que tu as peur de passer pour quelqu'un de farfelu, et tu te rends compte qu'au final tout le monde cache. C'est ça. C'est vrai ce que tu dis. C'est marrant parce que c'est ce que me disent toutes les personnes qui ont été confrontées à ce sujet du coming out spirituel, c'est qu'effectivement quasiment systématiquement ils ont vécu ça plutôt. Ils étaient surpris en fait des réactions positives et des langues qui se déliaient par rapport à des sujets. On a peur de passer pour un fou ou de pas être compris, alors qu'en fait c'est des choses que énormément de personnes peuvent expérimenter. Dans ton parcours et dans ce que tu es amené à proposer aujourd'hui, il y a un portefeuille assez hétéroclite de choses. Comment est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais composer ma boîte à outils de telle activité, enfin tu vois, c'est quoi l'enclenchement, la suite logique de tout ça pour toi? Je te dirais que j'ai commencé tout bêtement avec mon pendule. Je sais même plus comment je me rappelle même plus comment j'ai acheté ce premier pendule. Ça a démarré bêtement comme ça, et je te dirais que ça a démarré peut-être même avant, parce que je me souviens quand j'étais plus jeune, j'allais dans les cimetières des fois. Je voyais rien, mais j'aimais bien y aller pour l'apaisement, tu vois, en journée. Et par rapport à tout ce qui s'est construit derrière,
Je dirais que c'est au fil des expériences, c'est au fil des rencontres aussi. Au fil des podcasts ou des vidéos que tu découvres dans ce réveil spirituel dont on parlait tout à l'heure. Et il y a des personnes que tu rencontres qui sont inspirantes et qui te permettent en fait d'oser, d'aller, de découvrir de nouvelles choses. Donc je te dirais que ce portefeuille, comme tu le décris, ce sont des découvertes au fur et à mesure, tu vois, des découvertes en enclencher d'autres. Du coup, voilà, ça s'est composé un petit peu comme ça. Alors dans tes activités, dans ce que tu proposes, il y a quelque chose qui m'interpelle, j'en ai entendu parler quelques fois sans vraiment savoir ce que c'est, enfin en ayant une petite idée mais peut-être un peu fausse. J'aimerais qu'on puisse le creuser, c'est le sujet des massages Rebozo. Est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement en quoi ça consiste? Alors le rituel, le soin rituel Rebozo, c'est initialement pratiqué au Mexique pour des femmes qui viennent d'accoucher. Le principe de ce soin, c'est de venir clôturer une étape dans la vie de la femme, donc de la jeune mère, de clôturer l'étape de la grossesse, sur tous les plans, de manière multidimensionnelle, que ce soit physique, éthérique, émotionnel, etc. Pour pouvoir ouvrir le passage sur la nouvelle étape qui est celle de la maternité. Avec mon amie Amalia, on a vécu toutes les deux un soin rituel Rebozo et on s'est dit que on pourrait ouvrir cette opportunité à toutes les femmes, alors pour le moment parce qu'on aimerait bien un jour le proposer également aux hommes. Mais parce que justement, moi j'avais en tête que ça ne s'adressait que aux femmes qui venaient d'accoucher et dans une période ADR assez, je crois qu'il y a un nombre de jours précis. Donc toi, tu me dis là que finalement c'est quelque chose qui peut être vécu par toute personne qui va clôturer un cycle, c'est ça, de sa vie, c'est ça? Oui, exactement. Donc, alors, il semblerait que je sois identifiée de la famille des passeurs d'âme. Et je trouve que le soin rituel Rebozo est parfaitement, s'identifie parfaitement aussi à ça. Donc effectivement, on peut le proposer à toutes les personnes qui sont en phase de clôturer un cycle ou qui ont envie de clôturer quelque chose pour passer à une nouvelle étape. Ça peut être dans le milieu familial avec un divorce ou un mariage. Ça peut être pour clôturer aussi une grossesse où même si ton enfant a 20 ans, quoi, tu vois, ça n'a pas forcément d'intérêt de le faire dans les 40 jours après, comme c'est préconisé dans le soin pour voilà. Mais ça peut être suite à un deuil, ça peut être pour des passages d'examen. À partir du moment où on sent qu'il est temps pour nous de passer à quelque chose de nouveau, le soin Rebozo est complètement adapté. Alors moi, du coup, j'ai parlé de massage, mais tu parles de soin. Ça veut dire que quelque part, c'est plus qu'un massage. Est-ce que tu peux nous détailler les étapes de comment ça fonctionne concrètement? Oui. Alors, il y a une étape d'accueil, tu te doutes, mais qui est importante parce que c'est là aussi qu'on pose l'intention du soin. Effectivement, c'est pas qu'un massage et on n'est pas du tout là pour de l'esthétique. Ça va vraiment chercher loin et quand je te parle de soins multidimensionnels, c'est vraiment ça. On va vraiment sur toutes les strates. Et donc on accueille, on s'accueille toutes ensemble. Et la personne qui vient recevoir le soin, elle pose son intention. On propose des tirages de cartes de temps en temps, souvent au début et puis à la fin, parce que ça permet de mettre des compréhensions aussi. Ça, c'est un support assez intéressant.
Ensuite, on passe à l'étape où on va travailler sur le corps physique de manière très précise. Donc c'est là qu'on parle de massage, mais on est sur un massage alors qui va être complètement adapté à la femme qui est là, hein, de manière très intuitive et spontanée. Mais on propose une onction pour réveiller le corps. Et ensuite, un massage donc, qui est nommé Sobada au Mexique et qui signifie tailler. Donc on est vraiment sur un massage dynamique où on va aller sur des points lymphatiques aussi pour drainer. Voilà. L'intérêt, c'est de permettre aux énergies de recirculer. Voilà. À la suite de cette Sobada, on propose un bain avec une eau très chaude et avec une décoction qu'on prépare la veille au soir, avec une dizaine de plantes. Donc le temps du bain, c'est un temps très important et qui est, à mon sens, le plus important, qui est majeur. L'eau a ses vertus purifiantes et nettoyantes. Les fleurs font leur travail aussi, enfin les plantes. Et donc avec mes sœurs qui sont là, Amalia et notre amie Léonie, on accompagne la femme dans ce qu'elle a à lâcher, dans ce qu'elle a à découvrir ou dans ce avec quoi elle doit reconnecter. On l'accompagne par le chant, on l'accompagne par le son des instruments et en particulier du tambour. Donc voilà, c'est un moment que moi j'aime beaucoup. Et à la suite du bain, il y a un temps de sudation parce que l'intérêt c'est de faire monter le corps en température. Quand le corps monte en température, on détoxifie pas mal aussi. Donc ça a ses vertus. Et à la fin du temps de sudation, il y a un temps de serrage. Donc avec le rebozo, puisque ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le rebozo c'est une écharpe qui est utilisée au Mexique avec un tissage qui lui confère beaucoup de solidité. Et donc avec ce rebozo, on va aller sur 7 points clés du corps qui sont relatifs aux 7 chakras. Et on vient effectuer un serrage. Alors avec intensité là aussi, hein. C'est pas un soin de tout repos pour personne. C'est ça. Et donc le serrage permet de venir rassembler, réunifier la personne et voilà, c'est magnifique comme soin. Et donc après ce serrage, c'est terminé. Il y a un temps de clôture. Il y a un temps de clôture, effectivement. Voilà, il faut un certain temps quand même pour sortir d'un soin comme ça, d'autant que ma partenaire Amalia pratique des soins énergétiques et donc il n'est pas rare que des soins s'invitent pendant alors n'importe quelle étape du rebozo, mais voilà, c'est quand même assez chargé, c'est très dense comme... Justement, toi, quand tu pratiques ce type de soins, comment tu te sens? Tu vois, qu'est-ce qui se passe en toi quand le soin commence ou aux différentes étapes du soin? Comment tu ressens les choses, toi? Moi, je suis sur un nuage. Je suis surexcitée d'être là parce que on sent qu'on est entouré, on sent qu'on est dans une bulle de sérénité. Enfin, je trouve que c'est très léger comme sensation, mais ça fait beaucoup de bien. J'aime ce sentiment de sororité aussi qu'on tisse avec les femmes qui sont là. C'est difficile à décrire parce que ça se ressent vraiment dans les tripes. Tu prends soin d'une femme que tu connaissais pas il y a 5 minutes et là tu prends soin d'elle comme si c'était la prunelle de tes yeux, quoi. Je trouve que c'est merveilleux et du coup moi ça me fait décoller, quoi. Je suis bien et je me sens en confiance. Le fait que je me sente en confiance comme ça, je me sens moi-même.
C'est comme si c'est comme si j'arrivais en fait à faire tomber les barrières des masques qu'on s'impose à l'extérieur. Là, dans ces soins-là, je sais que je suis pleinement moi. Ouais, c'est-à-dire que tu as l'impression de presque toucher au but de tout ton parcours spirituel, quoi, c'est ça? Je sais pas comment te dire ça, je me sens à ma place. Je me sens dans ce pourquoi je suis là, en fait. Est-ce que d'un soin à un autre, c'est-à-dire donc d'une personne à une autre, le soin est très différent ou quelque part enfin, il y a un protocole et donc les étapes sont les mêmes et ça se passe toujours de la même manière ou ça dépend aussi beaucoup de l'énergie de la personne? Ah oui, oui, oui. Bah, de toute façon, il y a un protocole qu'on suit, mais qu'on n'est pas obligé de suivre parce que tout va dépendre de la personne qui est là. Ouais. Ça peut prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, cette aventure-là. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est toujours adapté aux différentes situations, mais voilà, c'est vrai que pour le moment, on n'a jamais dû interrompre le rituel. Mais c'est vrai que l'énergie de la personne qui vient, forcément, teinte le soin. Elle est au centre. Et ouais. Et du coup, ça veut dire que de votre côté, il y a quand même une part très intuitive dans le déroulé, parce que si d'un soin à un autre, ça se ressemble pas, quelque part, c'est à vous aussi de vous laisser guider par ce qui vient et d'adapter un petit peu le protocole, entre guillemets, à ce que vous ressentez être juste sur le moment, c'est ça? Ouais, mais c'est ça qui est génial, en fait. C'est ça qui est super, parce que du coup, tu lâches le poids de ce sentiment de l'imposteur. Ouais. Parce que comme tu es complètement relié à ton intuition, tu sais que tu peux pas faire mal. Tu vois, tu es dans un profond respect, tu te syntonises complètement à la personne qui est là. On est très à l'écoute. C'est un soin où on n'est pas du tout... on accompagne. On ne dirige pas, on accompagne. Donc ça permet de poser le poids, tu vois, comme si tout reposait sur tes épaules, quoi. Ouais. Et toi qui as vécu l'expérience du coup de l'autre côté, en étant celle qui bénéficie du soin, est-ce que c'est difficile de lâcher prise quelque part? Parce que j'imagine que du point de vue de la personne qui vient qui est demandeuse du soin, il y a quand même une notion de ok, je m'abandonne, je laisse faire et je laisse aussi venir, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont libérées, enfin on vient libérer plein de choses, donc est-ce que ça demande un travail sur soi d'arriver à lâcher prise comme ça pour accepter de libérer tout ce qu'il y a à libérer? Ouais, c'est un travail très important, ouais. Et ça n'arrive pas forcément. Ah oui? Tout le monde ne lâche pas forcément prise, mais c'est parfait comme ça. C'est juste. On le sent aussi. On arrive à on sent quand il y a des résistances comme ça. On peut en parler. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tabou. On en parle et le fait de... Alors on n'en parle pas, bien sûr, sur le moment. On attend la clôture parce que ça doit être vécu de telle manière. Mais généralement, la personne sait qu'elle n'a pas lâché prise. Et du coup, elle sait qu'elle a travaillé là-dessus. Donc, je suis en confiance dans le sens où tout est parfaitement juste. Les personnes qui viennent expérimenter le soin Rebozo, elles viennent pas pour rien. C'est pas une affiche qui fait bien et qui vend un truc extraordinaire. Non, on vient pas faire un Rebozo comme ça parce qu'on a vu un truc, tu vois. Ouais. Donc c'est toujours très bien guidé. Et moi, pour l'avoir vécu, du coup, puisque tu me demandais, oui, c'est difficile j'ai eu du mal à lâcher prise au départ. Mais en fait, j'y suis arrivée et ça a été très libérateur, très intense, mais très libérateur. Et oui. Et tu l'as dit, vous êtes plusieurs dans cet accompagnement. Comment on arrive à déjà
masser à 6 mains, du coup. Et puis, comment on arrive à trouver sa place les unes vis-à-vis des autres dans une activité comme ça, parce que tu vois, on pourrait imaginer que c'est pas facile. Enfin, il y a des personnalités qui vont prendre un peu plus le dessus, ou comment est-ce que ça s'articule? Est-ce que c'est fluide? Ou est-ce que ça nécessite quand même beaucoup de communication en amont et de travail, tu vois, de travail préalable, quoi. Ben, en fait, il faut qu'on soit à l'image du soin Rebozo, il faut se lâcher la grappe, quoi. On peut pas proposer un soin Rebozo si on est dans le contrôle. Parce que ce que le Rebozo t'enseigne, c'est que tu ne contrôles rien. Et c'est pas toi qui dirige le soin. C'est vraiment... et ça, on insiste beaucoup avec mes sœurs sur ça. Dès le départ, dès l'accueil, on insiste pour que la femme qui est devant nous prenne les rênes du soin et qu'elle exprime ce qu'elle a exprimé. Qu'elle ne soit pas dans la retenue, surtout pas. Donc je dirais que on est dans une belle énergie toutes les trois et les choses se font de manière très fluide et naturelle. D'autant qu'il y a énormément de choses à préparer pour un Rebozo. On a la décoction la veille, le jour même, enfin bon, il y a la décoction à faire réchauffer, il y a le bain à faire couler, enfin il y a énormément de manutention, je dirais, ou de technicité, enfin voilà. Donc, en fait, la personne qui vient va nous indiquer tout de suite comment ça va se passer. On va sentir s'il y a plus de facilité avec l'une de nous, si le courant passe mieux ou pas. Et ça se fait tout seul, en fait, il n'y a pas à réfléchir. Ok. Donc j'ai dit en début d'interview que tu avais plusieurs cordes à ton arc. Est-ce que tu peux nous parler de tes autres cordes? Oui, alors du coup je me suis lancée dans la création de sculptures en terre. La fameuse créativité. La fameuse créativité, oui. Là, voilà, c'est parti d'un besoin en fait de renouer avec ce que j'aimais faire en étant petite. Donc je faisais pas mal de poterie, j'étais pas très douée. Mais voilà, je te dis que j'étais pas très douée parce que j'avais toujours besoin de réaliser quelque chose qui ressemble à quelque chose de très précis. J'ai ce côté un peu perfectionniste. Ouais. Donc j'aime bien faire quelque chose qui colle au plus proche du réel. Ouais. Donc j'ai dû abandonner un peu ça. Parce que même à 35 ans, je sais pas faire le réel. Voilà. Et en même temps, est-ce qu'on a besoin de faire du réel? Bah non, voilà, c'est ce que j'ai appris au cours de ces 2 années, c'est que quand j'essaye de faire quelque chose de trop rigide, en fait, ça marche pas, ça me plaît pas. Voilà. Donc, je m'intéresse depuis de nombreuses années aussi aux pierres semi-précieuses de lithothérapie. Et j'avais très envie d'associer les deux, d'associer la terre et la pierre. Donc j'ai fait pas mal de recherches du coup à ce sujet-là et au vu des contraintes que propose la terre, l'argile naturelle quoi. J'utilise du coup une argile naturelle mais à laquelle une résine naturelle est ajoutée pour pas utiliser de four. Parce que sinon il y a trop de contraintes avec les pierres. Du coup, je me régale à créer des sculptures plutôt de forme féminine auxquelles j'associe des pierres et je me régale d'autant plus que je les fais en guidance, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout à qui elles iront, mais je me connecte avant de commencer à la personne qui recevra la sculpture. Je tire des cartes et donc je ressens l'énergie dans laquelle elle va être conçue et pourquoi elle va être conçue en fait. Ah oui. Voilà.
Donc je la réalise et je fais après une petite vidéo justement pour expliquer un petit peu le cheminement, comment est née la sculpture, que je transmets du coup à la personne qui la reçoit. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences ta sculpture, tu ne sais pas qui va l'acheter, c'est ça? C'est ça, ouais. Et c'est la personne qui, voyant la vidéo, va se sentir... Ah non, c'est pas en voyant la vidéo, c'est en voyant la sculpture. Elle Ah, va, d'accord. elle va se laisser appeler vers la sculpture qui, Ok. voilà, qui lui parle. Et elle recevra avec sa sculpture La vidéo. Ok. qui explique un petit peu comment c'est né, quoi. Et du coup, quel bénéfice ça peut apporter de ce type de sculpture? Qu'est-ce que ça peut venir aider pour les personnes qui peuvent être intéressées? Bah, tout dépend de la pierre qui sera choisie. Si tu veux, parce que je réalise aussi des bracelets en pierre. Et La pierre, quand elle est portée, donc en bracelet, tu bénéficies de ses vertus, de ses vertus sur le plan spirituel, sur le plan physique aussi. D'accord. Puisqu'il y a une communication entre ces atomes et les tiens, quoi, tu vois. Sous la forme de la sculpture, c'est des pierres du coup qui sont plus grosses que les perles. Mais du coup, tu vas recevoir plus facilement leur énergie spirituelle et énergétique. D'accord. Même si il n'y a pas le contact avec... Même s'il n'y a pas le contact avec la peau, du coup, voilà, tu vas pas avoir une pierre qui va agir directement sur tes troubles intestinaux, etc. Enfin, tu vois, sur le plan purement physique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va plus travailler sur le plan spirituel, c'est ça? Plus spirituel et énergétique, oui. D'accord. Et moi, du coup, je charge les pierres avant de m'en servir, donc elles sont dans leur pleine puissance. Et toi, quand tu es dans cet état-là, tu l'as dit, de te connecter à la personne qui va recevoir cette sculpture, comment ça se passe pour toi? Je sais pas, comment tu captes les informations? Dans quel état tu te sens à ce moment-là? C'est très, très subtil. Ouais. J'ai surtout des mots qui viennent et des sensations. Ok. Voilà, je vais me sentir légère ou plutôt lourde. Et ce qui est marrant, c'est aussi pendant la réalisation, il se passe pas mal de choses. Des fois, je vais avoir, comme ce matin par exemple, j'ai commencé une sculpture. Et c'est la première fois que ça m'arrive que la sculpture se brise comme ça à plusieurs reprises et à plusieurs endroits différents. Et là, en même temps que je réalise ça, il y a les idées qui viennent. Alors je note vite pour pas oublier. Mais du coup, c'est très parlant par rapport à l'énergie qui va accompagner la personne qui la reçoit. D'accord, donc tu as à la fois des ressentis physiques et des idées qui te viennent, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est la même chose quand tu es, tu sais, dans l'état, tu nous disais l'état de bien-être absolu pendant le soin à Rebosso? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est les mêmes éléments qui t'arrivent? Exactement, ouais. Ça me met dans le même état d'excitation. Ouais, Mais oui, c'est la même chose. C'est vraiment un moment où je suis moi. Ok, d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a uniquement ces activités qui t'ont permis d'atteindre cet état-là? Ou est-ce que c'est un état que tu connaissais, que tu avais déjà atteint avant autrement? Non, j'avais jamais atteint ça autrement. Après, je te dis pas que j'ai jamais été en joie. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, donc. Mais cet état d'être soi en toute transparence, oui. Oui. Et c'est pas forcément toujours facile à assumer auprès de ses proches, des amis, tout ça. Parce qu'ils nous connaissent d'une certaine manière et que là... On en revient à la question de... Ouais. Et voilà, je l'ai pas dit à tout le monde d'ailleurs que je faisais des sculptures et... Ah bah maintenant ça va se savoir. Mais ce sentiment d'être complètement en totale transparence, c'est indescriptible. Ouais, plus aucun filtre. C'est ça, complètement c'est aligné. ça, ouais.
Hmm. Euh, il y a quand même un trait d'union entre les deux activités dont tu nous as parlé, c'est qu'il y a quand même une dimension féminine assez importante. Mm. Euh, Tu vois, tu travailles avec des femmes, pour des femmes, même si tu as en l'idée de l'élargir aux hommes. Et puis il y a ces sculptures qui sont des sculptures de femmes. Comment toi tu vois cette dimension-là et comment peut-être ça résonne avec quelque chose que tu travailles pour toi dans dans ton parcours? Mais je t'avouerai que je m'étais même pas rendu compte que Ah, voilà, voilà. j'avais pas vraiment réalisé ce trait d'union-là. Pour moi, c'était plutôt le corps, parce que c'est vrai que je suis très centrée sur le corps, déjà de par mon métier de psychomote. Hmm. Euh, je crois que j'aime ce sentiment de sororité. J'ai vécu une expérience dans une retraite avec Charlotte Hoffman. Euh, j'ai ressenti, j'ai expérimenté l'amour inconditionnel, autrement qu'avec mes enfants. Et j'ai trouvé cette sensation fabuleuse de pouvoir regarder tous ces gens autour de moi et de les aimer autant que j'aime mes enfants, quoi. Et j'arrive à ressentir ça avec le rebozo. Et le fait de le vivre comme ça avec des femmes, pour le moment, c'est sécurisant pour moi. Alors, est-ce que c'est pour ça que je fais des sculptures féminines aussi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le féminin, c'est aussi la part intuitive et je crois que j'ai besoin de reconnecter de plus en plus chaque jour à cette part d'intuition. Eh ben, je pense que c'est le bon chemin pour le faire. Euh, Tu nous as parlé du coup de cette retraite que tu as fait avec Charlotte Hoffman. Mm. Ça a été il y a un avant et un après dans ton parcours par rapport à cet épisode-là? Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as vécu et quelles compréhensions te sont arrivées après avec cette retraite? Ça m'a permis de voir à quel point j'avais beaucoup, beaucoup de masques. Beaucoup de parts égotiques qui étaient pour la plupart bien cachées. Ça m'a permis aussi du coup de me lâcher un petit peu et de me faire confiance dans le fait que on n'a pas besoin d'être des êtres spirituels de haut niveau. On fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on est sur l'instant et c'est déjà très bien, quoi. Ouais, d'être plus tolérante quelque part envers toi-même, c'est ça? Bah oui, 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 parce que c'est vrai que quand tu pars faire une retraite spirituelle, alors déjà t'es regardé un petit peu de travers quand t'as un milieu voilà, qui est pas trop ouvert à ça. Et puis tu t'imagines que tu vas reconnecter avec des puissances incroyables et que tu vas devenir chaman et tu sais celui qu'on appelle l'ego spirituel là. Ouais. Du coup j'ai pris une bonne leçon d'humilité et j'ai pris aussi une bonne leçon de tolérance envers soi parce qu'après tout on avance tous comme on peut à la vitesse qu'on peut. Le tout c'est de faire un pas après l'autre, quoi. Avant qu'on termine cet épisode, il y a deux questions que je pose souvent aux personnes que j'interviewe. La première, c'est est-ce que... alors, tu nous as parlé de ton expérience avec dans cette retraite, mais au-delà de ça, est-ce que il y a d'autres expériences ou d'autres ouvrages, d'autres inspirations qui ont été importantes dans ton parcours spirituel? Ma première inspiration a été mes enfants. Et je vous conseille de bien les observer parce que ce sont de grands maîtres. Je dirais que déjà tout autour de soi, il y a une multitude d'inspirations. Ensuite, il y a eu ma sœur Amalia qui m'a énormément inspirée sur le fait d'oser être soi. Et puis en inspiration aussi, il y a eu Lumineuse, Charlotte Hoffman qui ont
qui ont apporté énormément de lumière sur des choses qui me paraissaient floues, en tout cas que je vivais et que je pensais que c'était rien et en fait c'était tout. Je suis désolée, c'est peut-être pas très clair, mais donc voilà, ça a été mes principales et c'est toujours d'ailleurs mes principales sources d'inspiration. Merci pour cette réponse. J'en profite pour dire que Amalia, c'est donc la personne que j'ai interviewée il y a 1 an, donc vous pouvez retrouver son interview. Et puis Lulumineuse, je l'ai interviewée il y a peu de temps, et j'interviewerai bientôt, et j'ai la chance et l'honneur de pouvoir l'interviewer bientôt. Je suis très content de pouvoir le faire. Charlotte Hoffman, je crois que ce sera au mois de septembre. Je vais terminer du coup ma dernière question habituelle en te demandant quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui sont un petit peu sur le chemin que toi tu as connu, qui s'éveillent tout juste à ce moment-là, qui sont peut-être un peu perdus comme toi tu as pu l'être quand on s'ouvre à ça et qu'on se dit mince, qu'est-ce que je fais de tout ça? Quels conseils tu peux leur donner pour vivre un éveil spirituel le plus sereinement possible? Je dirais que la première chose, c'est de stopper tout jugement sur soi et sur les autres. Et vraiment d'essayer d'être le plus humble et tolérant possible. Il faut pas avoir peur de discuter finalement avec les autres, parce que quoi qu'on prenne en retour, c'est toujours un moyen d'apprendre encore plus. Donc je crois que quand on a mis le doigt sur quelque chose, qu'on a ouvert une porte, même si c'est pas énorme, il faut pas la refermer, quoi. Eh bien super, merci encore à toi Coralie, merci pour cet échange passionnant. Merci Évidemment, à toi. Comme d'habitude, je mettrai toutes les coordonnées de Coralie, son site internet et tout ce qu'elle voudra bien me donner dans le détail de l'épisode, à la fois sur ma chaîne YouTube et dans toutes les plateformes de podcast sur lesquelles vous avez l'habitude d'écouter cet épisode. Et j'en profite donc pour remercier tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. Merci beaucoup. Merci.